Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et aujourd'hui, on vous propose, dans la section veille, on va fêter les anniversaires, notamment de PHP et de Rails. Dans le dossier, on va parler des frameworks MVC JavaScript et je vous laisserai découvrir la Toolbox et la zone 404. Mais avant, je me dois d'accueillir Teddy. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça faisait longtemps. Ah, tu m'étonnes, ça faisait bien longtemps. Oui. Bon, bah écoute, on va pas attendre beaucoup plus longtemps justement et on va enchaîner avec la section veille. Gardez l'œil ouvert, c'est de la section veille. Et dans la section veille, je te propose de commencer avec une bonne nouvelle pour les gens qui développent qui développent avec Firefox. C'est que la version 33 de Firefox, qui n'est pas encore sortie, qui est en nightly build, alors on vous parle, va intégrer un observateur d'événements JS dans le DOM de ces DevTools. Et voilà, je suis sûr que vous n'avez pas compris de quoi je parle. Mais en gros, sur tous les éléments du DOM, vous allez pouvoir inspecter aussi bien leurs propriétés HTML, CSS que les événements qui leur sont attachés. Et c'est vrai que c'était quand même un outil qui nous manquait. C'est quand même un truc vachement utile à savoir. En tout cas, moi, je trouvais ça intéressant. Donc voilà, alors on l'a un peu découvert à la sauce Mozilla, c'est-à-dire en suivant les bugs de Mozilla et les demandes d'évolution. Donc voilà, donc c'est en lisant les commentaires d'un des bugs que j'ai pu me rendre compte qu'effectivement ils allaient intégrer ça et qu'ils l'avaient intégré et que le développement était bien abouti. Est-ce que toi aussi tu trouves que c'est plutôt une bonne nouvelle? Ouais, mais je me demande comment ça va se présenter. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on a déjà, en tout cas dans le Chrome, dans les Chrome DevTools, on peut déjà voir quels sont les événements qui sont rattachés à un objet du DOM. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais trop. Enfin, je trouve que c'est pas du tout clairement présenté. Et à chaque fois, je me demandais si c'était pas parce qu'il y avait la surcouche des jQuery qui gérait l'événement. Donc, Ah, voilà, je sais qu'on pouvait déjà avoir un truc dans ce genre-là, mais je suis là, vraiment pas sûr. on voit quelques exemples. Si on, de- ouais. Bon, c'est dommage pour ceux qui nous écoutent en audio, mais en vidéo, pour aller voir. Effectivement, on a un Sinon, exemple. c'est dans les liens de l'émission, comme d'habitude. Ouais. Et si effectivement on le voit comme ça, ouais, c'est beaucoup plus clair que ce qu'on a actuellement. Dans les DevTools de Chrome. Et Clairement. donc voilà, là ils ont fait un GIF animé qui illustre un peu le truc. Et là tu vois voilà, que sur l'événement HTML, tu as un load, un scroll, un machin. Et tu peux, quand tu mets des breakpoints, ça bloque là. Je trouve ça quand même bien cool. Mhm. Et, Non, ça c'est va. pas mal. Ouais. Après, vraiment à voir si on utilise une librairie JS, comment ça marche. Oui, Si tu vois, s'il dit à l'événement qui est attaché à ce DOM, à cet élément DOM, c'est à la fonction jQuery click, bah, ça n'a aucun intérêt. c'est Tu vois. clair, non, oui, ça sert à Ce rien. qui compte, c'est de voir qu'est-ce qui a été Toute la stack trace qui écrit. vient derrière, ouais, c'est Voilà. clair. Ça, c'est À vrai. voir. On À voir, mais en vérifiera tout quand ça cas, sortira. l'initiative est à saluer parce que c'est vrai que c'est quand même un outil qui est Oui, utile pour clairement, le si ça marche comme développement. on a envie que ça marche. C'est clair. C'est clair. Et donc toi Teddy, c'est toi qui nous fêtes le premier anniversaire de la Debug Room, et c'est pas la Ouais. Debug Room qui fête son anniversaire, mais cette fois-ci c'est PHP, raconte-nous ça. Ouais, alors c'est pas les 10 ans de PHP, mais c'est les 10 ans de PHP 5. Ça fait fou. Et 10 ans, c'est énorme quand même, parce que Carrément. PHP 5, c'est toujours la version qu'on utilise, même si c'est plus 5.0, c'est 5.6. Je sais pas de conneries. Oui. C'est 6, ouais, il me semble que c'est 6. Ouais. Et ouais, donc ça fait beaucoup. Alors ça veut pas dire qu'il s'est pas passé grand-chose. La véritable histoire de la longévité de PHP 5, c'est qu'en fait PHP 6, qui est en travail depuis 2005 si je me trompe pas, les développeurs clairement ils ont galéré dessus, et notamment sur le support d'Unicode. Et D'Unicode. à tel point que c'était tellement long à ce qu'ils se mettent d'accord, à ce qu'ils arrivent à tout. C'était notamment, oui, c'est les chaînes de caractères, ils avaient du mal à les traiter. Que plutôt que de repousser, ils ont pris des bouts qui étaient censés être dans PHP 6 et ils ont intégré dans des versions, dans des releases mineures de PHP. Et voilà, notamment, il y avait les namespaces, ce genre de choses, c'était censé être dans PHP 6. Ouais. Et finalement, ils l'ont intégré dans les. Ouais, donc ils ont backporté dans plein des de versions fonctionnalités mineures. de PHP 6 dans PHP 5, et c'est pour ça qu'il est aussi
qu'il y a eu autant d'évolution, parce que c'est vrai Ouais. que, enfin, on se souvient quand on est passé de 5.2 à 5.3, c'était la panique. Pareil, quand on est Ouais, passé ouais. de 5.3 à 5, c'était pas la panique. En tout cas, on a eu quand même beaucoup de fonctionnalités en plus. Et l'explication, c'est ça, c'est que c'était des versions mineures qui ressemblaient beaucoup à des versions majeures, en fait. Et vous pourrez aller voir dans les notes de l'émission, je vous ai trouvé un petit lien qui présente assez joliment l'histoire, entre guillemets, de PHP 5, donc Ouais, à avec partir les releases majeures et voilà, à partir de la release, et puis les différentes releases qu'il y a eu entre-temps, et aussi un petit bout de l'histoire PHP de la 6. branche 6. Et on en reparle un peu plus tard de PHP 6. Absolument. Mais voilà, c'est les 10 ans de PHP 5. Alors, joyeux anniversaire PHP 5. Yes. Écoute, je vais continuer en te parlant d'un outil qui est développé avec PHP, qui s'appelle WordPress, qui est bien connu des développeurs. Pour te parler d'un truc assez simple, c'est la release de la bêta 1 de la version 4.0 de WordPress, qui, pour vous la faire un peu courte, fait la part belle, pour être très honnête, aux éditeurs de sites, donc non pas aux développeurs malheureusement, mais à ceux qui vont manipuler le back-office pour saisir du contenu dedans. Alors il y a l'embedding via URL qui est rajouté, la media library qui est bien revue, le choix de la langue, le TinyMCE, donc l'éditeur riche qui a été upgradé sensiblement, les widgets et le customizer. Le customizer, c'est le petit outil qui permet de faire des modifications sur le thème et de voir les modifs en live directement. Donc c'est un outil qui a beaucoup évolué sur les dernières versions de WordPress et qui va du coup encore plus évoluer dans la version 4.0. Donc voilà, c'est assez peu de fonctionnalités pour les développeurs qui sont mises en avant. Il y en a aussi, hein, rassurez-vous. Mais voilà, sachez que du coup, la version 4 est passée en bêta 1 il n'y a pas longtemps, donc elle va certainement sortir assez rapidement. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, t'as dit? À la fin, il y a écrit développeur, n'ayez pas peur, vous avez pas oublié, il y a plein de trucs pour vous aussi. Voilà, écoute, basiquement. Et ce qui met en avant, c'est l'API pour le panel et le customizer, justement. C'est ce dont je vous parlais. Donc, ne soyons pas tristes, mais c'est vrai que ce qui est mis en avant là, c'est principalement les évolutions du back-office pour les contributeurs de sites. Eh bien, je crois que Teddy, tu vas encore nous parler d'un anniversaire. Ouais, cette fois-ci, c'est pas PHP, c'est Ruby on Rails. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est Ruby on Rails qui a vraiment 10 ans depuis la Depuis première sa création. version. C'est ça. Et bah voilà, comme pour le... Et il a eu le droit à un super site. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, vous ratez rien parce que celui-là, il est collector. Allez jeter un coup d'œil dans les notes de l'émission. C'est quand même un bel hommage. Bon, en gros, il est quoi? Il est années 90, 80, c'est ça l'idée? Ouais, 90. C'est un peu. Le design est un peu à l'ancienne, mais au-delà de ça, Mais, qu'est-ce qu'il raconte de beau ceci? Bah en fait, c'est comme pour le lien sur PHP, c'est que il fait Il retrace l'historique. la genèse de Ruby on Rails. Et on peut voir, enfin, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir un peu l'histoire qu'il y a derrière les outils que certains Ouais. d'entre nous utilisent tous les jours. C'est clair. Et voilà. Surtout que Ruby on Rails a quand même eu un impact assez fort sur le développement web d'une manière générale. Et il y a plein de choses, notamment les développeurs PHP qui sont sous Symfony. Symfony à la base, c'était quand même Ruby on Rails en PHP. Donc voilà, ça a eu beaucoup d'impact. Et du coup, c'est pas mal de connaître l'histoire un peu des outils qu'on est amené à utiliser. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit hommage à nos outils préférés. Yes. C'est déjà avec PHP et Ruby on Rails, on a touché pas mal de monde, je pense. Ouais, carrément. Surtout Plus PHP, WordPress. mais- Allez, Ouais. c'est là, on y va. Mais ouais, la Debug Room, c'est une émission universelle. Même si vous n'êtes pas développeur, venez l'écouter. Elle est aussi pour vous. Ça vous intéressera, c'est certain. Bon, trêve de bavardage. C'est toi qui continue, et cette Ah fois-ci, tu nous parles des CSS Shapes. Ah, d'accord. Alors, les CSS Shapes, c'est du CSS. Hein. Mais voilà, c'est un petit article que vous pourrez aller lire en anglais, bien sûr, qui parle des CSS Shapes qui commencent à être utilisables dans Chrome, notamment, enfin, Ouais. même plus généralement dans WebKit. Et Shape, en fait, ça va nous permettre typiquement, l'exemple qu'il y a dans l'article, c'est une image avec du texte qui est à côté et en dessous, Ouais. une image d'illustration pour un article. Et ben, si l'image n'est pas complètement carrée, mais que le contenu il est rond, on pourra faire suivre le texte sur cette courbe. Évidemment, vous avez une illustration bien Voilà. plus parlante que la description de Teddy dans C'est les ça. notes de l'émission.
Nous vous invitons à suivre cette émission en vidéo. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant à regarder, ce sera bientôt utile. C'est quelque chose que les graphistes souvent veulent avoir. Hein, Oui, ils peuvent carrément. peuvent nous emmerder un peu avec ça. Non, Et nous demander, nous demander. nous demander de faire ça. Nous vous aimons beaucoup. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sort encore un peu plus du modèle de boîte dans lequel on était beaucoup contraints jusqu'à maintenant, Yes. où tout devait être absolument carré, ou sinon il fallait jouer avec des overflows, des choses comme ça. Là, on en sort de plus en plus, et je trouve ça intéressant au niveau de la mise en page, ce qu'on Absolument. pourra avoir grâce à ça. D'accord. Donc on peut faire suivre, on peut faire aligner le texte sur des cercles, sur des Voilà. ellipses, donc sur des ovales, hein, basiquement. Il y a Ouais. d'autres types de Et formes qui Et existent. c'est assez fin. Sur des polygones. Alors, après, on peut faire des trucs encore plus, Encore voilà, plus fin, oui. encore plus Et, fins. Bon, là, il alors, faut s'accrocher, j'imagine. Ouais, mais, mais du coup, ça commence à quand même être un peu compliqué à utiliser. Mais c'est certain qu'il y a des outils qui vont nous aider. C'est oui, comme, bien sûr. comme quand on faisait les images map à la main et puis qu'après on a eu Ouais. des trucs pour directement C'est exactement ça. faire les trucs rapidement. Je pense qu'il y a des choses qui vont arriver rapidement. Enfin voilà, moi, dès que je peux sortir du modèle de boîte, j'aime bien. C'est clair. Non, c'est chouette. C'est sûr que ça va faire des sites avec un peu moins de contraintes sur les images et ça, on aime bien. Voilà. Donc à aller étudier. Et c'est un article qui est assez complet. Hein, et Ouais, qui donne c'est pas beaucoup pour les d'exemples. débutants. Non, c'est clairement pas pour eux. Eh bien, écoute, je continue avec une petite annonce rapide. Et ce n'est pas souvent qu'on vous parle des API de Microsoft et certainement encore moins des API de la Xbox qui a ouvert ses API du service Xbox Music, qui est basiquement un Spotify-like, hein, pour la faire courte. Évidemment, il y en avait déjà, la Xbox s'en servait et d'autres partenaires privilégiés de Microsoft, évidemment. Mais cette fois-ci, ils l'ont ouvert aux développeurs tiers, donc finalement, ils l'ont ouvert à tout le monde, pour résumer. Et donc, l'API dont je vous parle, c'est l'API d'Xbox Music qui va nous permettre d'avoir accès en JSON, notamment avec une API REST, à tout le catalogue disponible d'Xbox Music et de travailler justement avec. Et donc, du coup, moi, quand j'ai vu ça, je me suis fait la remarque immédiatement. Je me suis dit, c'est super ça pour faire une application de blind test. Parce que gratuitement, tu as toujours les 30 premières secondes de la musique. Pour faire une petite application de blind test, c'est nickel, tu as toutes les ressources, tout le catalogue qui va bien. Donc voilà, avis aux développeurs qui ont envie de créer une petite application de blind test. L'API Xbox Music est disponible et peut tout à fait servir à ça. Voilà. Ça t'inspire quelque chose? Est-ce que tu as envie de faire une application de blind test en sortant de cet enregistrement? Non, pas spécialement. Bon, ça t'inspire rien de particulier? Non. Ça marche. Alors on continue et dans ce cas-là, je te propose de nous parler d'une petite collection de ressources pour les développeurs de jeux. Ouais, pour les développeurs de jeux en HTML5, hein, on parle pas de Flash ici. Il y a un article sur le blog, hein, ça s'appelle un blog, de Mozilla, le blog Axe. Et en fait, c'est une collection de ressources pour développer du jeu en HTML5. Et bon, alors moi, j'ai jamais fait ça encore. Je sais pas vraiment comment ça marche, mais je trouvais que c'était intéressant parce qu'on avait vraiment des outils assez poussés pour notamment tout ce qui est gestion des shaders. Yes. On peut voir en direct ce que donnent les modifications qu'on fait. Et on a aussi la même chose un peu pour la partie audio et aussi pour la partie network. Donc pour les gens qui veulent s'essayer au développement de jeux en HTML5, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet d'avoir vraiment les outils bien comme il faut, performants, pour se lancer dedans. Yep. Voilà, une petite collection sympa pour ceux qui veulent se lancer dedans. D'accord, ils ont même l'air d'avoir développé un IDE spécial pour ça. Ouais. Je me trompe? Si, c'est ça, parce que c'est un web IDE, c'est un peu comme Cloud9 dont on a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est dommage dans ce genre de cas d'avoir un navigateur où il faut que tu enregistres dans ton éditeur et après que tu ailles sur ton navigateur pour recharger, la page. Ouais. Là, au moins, tu peux tout de suite voir ce que donnent tes modifications. Notamment dans un jeu en HTML5. Ouais, tu vas en faire beaucoup des modifs. T'es content de ne pas avoir à faire trop d'allers-retours entre ton Ça va être assez vite compliqué. Yes. Une bonne petite ressource pour ceux qui veulent se lancer. Absolument. Eh bien, écoute, merci Teddy. On va continuer avec un petit article de SitePoint qui nous parle de comment nommer vos versions. Vous savez, les versions 1, 1.1, 1.2, 1.3, etc. Bref, il vous explique, il vous donne un petit peu. Alors, il parle
d'un concept qui s'appelle le semantic versioning. Alors, hein, on ne se casse pas la tête, vous lirez le détail, il n'y a rien de bien magique là-dedans, je vous le rassure. Ça rationalise juste un tout petit peu les modes de nommage. Si je vous en résume les grandes lignes, toutes les versions de votre application doivent être versionnées avec une version à 3 composantes. Donc, si c'est la version 1, c'est la version 1.0.0, donc toujours avec trois niveaux. Le premier niveau représente la version majeure, donc ajout de grosses fonctionnalités. Le deuxième niveau, une version mineure. La troisième version, c'est tous les patchs qui sont généralement juste des corrections de bugs ou des security fixes. Voilà en gros ce que représente le semantic versioning. Ils vous en font toute une théorie qui n'est pas inintéressante parce que c'est vrai que quand on développe une application, c'est toujours, enfin c'est pas toujours une question, mais c'est bien de ne pas avoir à se casser la tête sur comment on doit nommer les versions qu'on sort. Donc voilà, il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont sorti des bonnes pratiques. Voilà, vous en avez un résumé dans ce petit article, et globalement, c'est plutôt une bonne pratique. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'est pas mal, ça me fait penser aux guidelines qu'on trouve pour les différents langages. Absolument, ouais, carrément. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'on en fasse une petite compilation de ces guidelines. Yes. Pour les différents langages qui nous intéressent en tant que développeur. Ouais, carrément. On sera ça, c'est On va essayer de se noter ça. Eh bien écoute, avant de faire les guidelines, je te propose que tu nous parles des web workers. Et les web workers, pour ceux que ça fasse, c'est du JavaScript. Ça commence à être pas mal disponible. Oui. Et grosso modo, c'est un peu comme les background jobs qu'on a côté serveur. Exactement. Qui vont permettre de traiter des requêtes de façon asynchrone. Ouais. Bon, typiquement, côté serveur, ça pourrait être... par exemple, on veut envoyer un mailing à plusieurs centaines de milliers de personnes, plutôt que de traiter l'envoi des milliers de mails de façon synchrone, c'est-à-dire qu'on reçoit la requête, et avant de dire c'est OK, on doit traiter les 100 000 mails, donc clairement on tombe en request timeout. Et ben on place ça dans un background job, on travaille en arrière. C'est ça. On va appeler ça comme ça. Et les web workers, en fait, c'est la même chose en JavaScript, donc côté dans le navigateur. On y est déjà habitué en JavaScript, hein, parce que quand on fait de l'Ajax, on fait déjà des jobs asynchrones, sauf que c'est pour des communications réseau. Enfin, c'est vraiment le même genre d'idée. C'est-à-dire que vous lancez un ordre, ça va exécuter un truc, bon, là, du coup, sur le serveur, et puis quand c'est terminé, ça vous répond. Il y a un callback qui vous répond. Sauf que là, du coup, les web workers, c'est le même genre de mécanisme en termes de... Voilà, mais en interne. Voilà. Et alors, le gros avantage, c'est pas du tout en termes de vitesse, hein, ça change pas grand-chose en termes de vitesse. C'est surtout que pour les gros traitements, et pour ceux qui ont la vidéo, on voit qu'on a un exemple avec un sort sur un tableau qui contient 50 000 lignes. Et quand on le fait sans les web workers, du coup, le temps que le traitement se fasse, pour ceux qui sont en vidéo, ils le voient en direct. Là, on voit bien que ça galère. Le temps que le traitement se fasse, le JavaScript et le navigateur ne répond plus. Exactement. Et dans l'exemple qu'on a, on ne peut pas afficher sans les web workers une progress bar de où on en est dans le traitement. Exactement. Alors qu'avec les web workers, comme c'est fait de façon en arrière-plan, du coup le navigateur est disponible pour afficher ce qu'on veut. Absolument. Et ça, c'est magique. Et on constate que ça va pas plus vite. Hein. Non, ça met quasiment le même temps. C'est même un tout petit peu plus long en web worker, mais ce petit désavantage-là, il est contrecarré par le fait que du coup le navigateur il reste disponible pour répondre aux demandes du client. Voilà, donc je trouve que c'est un super bon exemple de à quoi ça sert. Ouais, ça nous permettra de justifier soit à nos collègues développeurs, soit à nos clients, pourquoi il faut faire l'effort d'utiliser les web workers, parce qu'au-delà du côté développement, en termes d'ergonomie, on a du coup une interface qui réagit au clic et tout, et qui peut faire des traitements lourds. Et ça peut être très intéressant. Oui, pour l'expérience utilisateur. Absolument. Eh bien écoute, je te propose qu'on continue en parlant d'un petit site qui s'appelle apichangelog.com, qui fait rien de plus que de référencer, alors que je dise pas de bêtises, ils sont 54 services web qui proposent des API. Alors dedans il y a Dropbox, Spotify, GitHub, SoundCloud, HipChat. Alors, si je les clique, il y en a plein d'autres que je connaissais aussi. Hein. Il y a app.net, il y a Buffer. Bon, je vous les fais. Il y a Evernote, il y a Firebase, il y a Foursquare. Bon, on les fait pas tous. Facebook. Il y a Facebook, il y a Google Drive, Google Maps. Bon, on les fait pas tous, c'est pas le sujet. Il y en a 52, il y en a beaucoup. Et ce qui nous propose. 54. Il dit 52 54. Il y en a 54, donc il y en a beaucoup.
Et il nous propose deux choses. Alors si on prend par exemple l'API de Bitly, il nous propose juste une page et un flux RSS qui nous permet de suivre les différentes évolutions qu'il y a eu sur cette API, avec donc un lien vers la documentation, un lien vers l'URL de la modif en elle-même. Et donc ça nous permet, donc lui il nous propose de créer un compte et de cliquer sur suivre les différentes API dont on veut suivre le développement. Facebook, c'est quand même important parce que vu que ça passe son temps à changer et que c'est jamais vraiment bien documenté et qu'on ne sait jamais trop, c'est quand même intéressant d'être notifié quand ça bouge. Quoi qu'ils se sont calmés quand même là-dessus. On trollait avec, maintenant ça va quand même mieux. Allez, je retire ce que j'ai dit, c'est pas sympa pour eux, ils ont quand même fait des gros efforts. Au début, ils étaient hardcore avec ça. Mais bon, non, mais quand on a une appli, ou même quand on fait beaucoup d'applis qui tournent avec des web services, c'est quand même cool d'être capable de suivre. Et les suivre à la main, c'est un peu compliqué. Bref, il y a un site qui se dédie à ça. Je trouve que c'est une belle initiative, que je vous invite à suivre parce que du coup, effectivement, voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose à faire et c'est hyper simple à utiliser. Et c'est gratuit? Absolument. C'est gratuit. Écoute, je te propose que nous terminions la section veille avec Cloud9. Ouais, Cloud9, on avait déjà parlé, j'avais fait un dossier pour survoler les différents IDE online qu'on peut trouver. Et il me semble que j'avais dit que Cloud9 c'était un des meilleurs. Hein. Dans ceux que j'avais testé, en tout cas, je me sens que c'était le meilleur. Et en fait, là, ils ont sorti une troisième génération, comme ils disent, qui effectivement apporte plein de choses. Donc, on a plein d'améliorations sur l'interface, etc. On s'en fout un peu. Mais surtout, il y a des choses qui sont intéressantes quand on descend, si tu descends, hop. Donc, il y a la collaboration, etc. Mais surtout, maintenant, c'est-à-dire qu'on peut coder à plusieurs sur le même fichier en live, sans faire du GitHub. Comme dans Google Drive. Yes. Et ça, c'était puissant, mais ça existait déjà avant, c'est juste qu'ils l'ont amélioré. Par contre, ce qu'il y a bien maintenant, c'est que ils ont intégré avec un partenaire qui s'appelle SauceLab. Et je sais plus comment il s'appelle, l'autre service qui fait ça aussi. BrowserStack. Oui, voilà, BrowserStack. Et maintenant, c'est intégré dans Cloud9, dans l'éditeur online. Et du coup, tu veux dire que quand je développe mon site responsive, je peux voir en live les modifications que je fais dans le modèle responsive, la version mobile, tablette et machin direct. Voilà, avec les navigateurs que tu veux, etc. Il y a plus de, enfin il y en a beaucoup, mais je crois que c'est plus de 300 navigateurs ou matériel différent. Quand je parle de matériel, clairement c'est iPhone, Android, etc. Android, non mais il y a Mac, Windows, Linux, il va y avoir quelques trucs. Voilà, c'est vraiment comme BrowserStack, sauf que là c'est intégré dans l'idée, ça je trouve ça magnifique. Magique. Voilà, et on peut coder autre chose que du JS là-dedans? Ah oui, t'as Ruby, PHP, c'est vraiment une IDE, c'est ultra, là ça commence à devenir ultra complet. Et je vous invite encore une fois à le tester, parce qu'il y a une version gratuite qui permet très bien de tester l'IDE dans son ensemble. Pour ceux qui se demandent ce que je fais, je suis en train de regarder le prix. Et c'est ça. Ouais, la version gratuite, tu as ton workspace et tu as un FTP workspace. Alors, je t'avouerai que je ne sais pas trop quelle est la différence. Workspace. Mais voilà, grosso modo, la version gratuite, elle te permet vraiment de pouvoir tester le truc à fond. La version payante, elle est à $20, pardon. Sachant que ça inclut aussi un client Git. En fait, tu n'as vraiment besoin plus que de ça, quasiment. C'est vachement intéressant, ça. Et moi, je vois bien ça avec, j'imagine que je l'avais déjà dit la dernière fois dans le dossier, mais je vois bien ça avec un matériel de type, même pas MacBook Air, mais les Chromebooks. Notamment. Est-ce que je peux coder sur mon iPad avec ça? C'est-à-dire Allez voir, est-ce que je pourrais bosser sur mon iPad? Est-ce que ça marche sur mon iPad, ce truc-là? Bien sûr, comme en fait, t'as même pas besoin. Alors, t'as une notion de VM propre qui serait sur ta machine. Je t'avouerai que j'ai pas regardé comment ça fonctionne. Après, est-ce qu'il y a moyen de faire un pont entre ton iPad et... Non, mais l'idée, c'est est-ce que je pourrais me connecter sur Cloud9 avec mon iPad et développer... Ça va être un peu acrobatique, mais a priori, c'est possible. En tout cas, tu n'as pas besoin de monter un environnement de développement, il est directement dans le cloud. Voilà, c'est ça. Clairement, tu peux le faire. Oui, si tu le vois dans ce sens-là. Oui. Ouais, c'était ça l'idée. Moi, je pensais que tu voulais tester sur ton iPad, mais en fait, tu n'as même pas besoin, parce que tu as l'émulateur qui est inclus dans l'IDE. Et voilà, donc là, ça commence vraiment à être ultra complet, et je trouve que c'est carrément utilisable pour les développeurs.
Carrément. Carrément. Non, c'est très très séduisant. Ouais. Et après, par contre, je sais pas s'il fait du Java, mais je sais qu'il fait Il en fait tout du cas Django, du WordPress, du Météor. Parce du que c'est du PHP, du C++, C++, du Rails Meteor. Oui, et Meteor, d'HTML. c'est un framework JS. WordPress, oui, PHP, quoi. Enfin, voilà, il fait tout en fait. Node.js, Django. Ouais, tu fais Rails, machin, ouais, t'as une équipe, t'as ce qu'il te faut là-dedans. Hein. Ah, mais t'as vraiment tout de suite. J'imagine qu'en plus tu dois pouvoir en rajouter. Bien écoute, c'est sur cette news qui a éveillé ma curiosité que je te propose de conclure la section veille et de passer au dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, Steady nous propose de faire un petit panorama des principaux frameworks JS. Teddy, nous t'écoutons. Ouais. C'est vraiment un rapide panorama des principaux frameworks JS. Donc, qu'est-ce que j'entends par framework JS? C'est pas jQuery. jQuery, c'est une librairie. Et là, généralement, c'est beaucoup plus que juste une collection de fonctions, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent jusqu'à maintenant. On n'en a pas parlé très souvent de ces frameworks. Mais c'est quelque chose qui a tendance à être de plus en plus présent dans le travail des développeurs. Carrément. Et donc je vais vous parler des trois principaux, ceux qui font le plus causer sur le net en ce moment. Exactement, ouais, ceux qui sont le plus utilisés, Voilà, ceux qui sont aussi le plus actifs en termes d'évolution. c'est ça. Et parfois même trop actifs. Mais Aïe, bon, aïe, ça, aïe, aïe, aïe. on y On reviendra. en reviendra. Et le premier et probablement le plus ancien, c'est Backbone.js. Backbone.js, là on est à mi-chemin entre le framework qui ressemble aux deux suivants et la simple librairie. Ce D'accord. qui fait que Backbone, c'est le plus léger des trois principaux. Ouais. Mais c'est aussi celui qui fait le moins de choses, entre guillemets. Celui qui va moins guider le développeur sur les bonnes pratiques, c'est celui qui va imposer de créer plus de code. Ah oui. Voilà. Là, on est vraiment à mi-chemin entre jQuery et les deux suivants en termes de fonctionnalité. Ok. Voilà. Mais du coup, c'est aussi peut-être le plus simple pour démarrer. C'est peut-être aussi le plus simple pour commencer à intégrer la notion de framework JS dans ses applications. Yep. Parce qu'on va pouvoir dire, bah, tiens, je le mets juste pour cette page et ça va concerner juste ce bout-là de la page. Clair. C'est probablement le plus simple pour démarrer Mhm. et pour passer ensuite sur l'un des deux suivants. Et notamment Ember.js. Ember, c'est notamment développé par, je ne me rappelle jamais de son nom, c'est un peu compliqué, mais c'est un développeur qui travaille beaucoup aussi sur Ruby on Rails. Donc Ember.js, c'est probablement un bon candidat pour marcher de pair avec Rails côté serveur. Et Ember.js, c'est assez récent, et du coup, ils ont pas mal changé les fonctions, etc. Alors celui que je cherchais, il est... Ça, c'est sûr. Yehuda 4. Voilà. Yehuda 4, c'est Ouais. effectivement pas facile Et à citer. il est assez. Ça, c'est le développeur principal, enfin, il fait partie, c'est le principal Je développeur sais de pas si c'est Ember.js. plagié, celui-là. C'est le Je sais fondateur, en fait, tu penses? plus. Je sais plus. Bon, bref. Enfin bref. C'était à lui que tu pensais. Ember.js, il est beaucoup plus complet que Backbone. Là, c'est vraiment un framework MVC avec des paradigmes à respecter, sinon on a l'air comme un chien. D'accord. Donc, la structure de fichier, c'est pas comme on veut, le templating, c'est pas comme on veut. Ouais, enfin en fait c'est toujours pareil. Du coup, comme c'est développé par des mecs de Ruby on Rails, ça suit un peu les principes. C'est-à-dire, par exemple, c'est convention plutôt que configuration. C'est-à-dire que si tu restes dans les conventions, bah, du coup ça marche presque tout seul. Ouais. Après tu peux changer, mais du coup il faut que tu rentres dans la conf qui du coup est moins accessible qu'un langage qui te demande de faire la conf. D'accord. Voilà. Avantage de Ember, bah, c'est assez puissant. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intégrées par défaut. Bon, du coup aussi, ça a l'air un peu lourd. Du coup, c'est un petit peu C'est plus lourd. c'est plus lourd que Backbone, bien sûr. Après, voilà, On parle quand même de 90 kilobits, hein, minifié oui, non, et compressé. il n'y a rien de choquant, mais bon, Après, c'est ça peut-être compte en quand même. processing que ça prend un peu de temps. Ouais. Et voilà, du coup, Ember, le problème que moi j'ai vu en testant ces choses-là, c'est que ça a beaucoup changé au niveau de la documentation des différents éléments, le routing, etc. Ça a beaucoup Et du évolué. coup, beaucoup des tutoriaux qu'on va trouver sur Internet sont obsolètes.
Et ça c'est un peu casse-pied, c'est clair. parce que si on fait pas attention, on va tomber sur un tutoriel qui est trop vieux. Et du coup, on va avoir des heures dans tous les sens sans comprendre d'où ça vient. Mais, Donc tu nous recommandes de plutôt suivre la doc officielle que ouais, les frameworks qu'on trouvera ailleurs. et d'utiliser les outils de recherche dans Google, on peut classer, on peut filtrer récupérer par date, les résultats qui ont moins d'un an ou moins d'un an. D'accord. Dès qu'on met moins d'un an, c'est bon, on n'a plus de problème. Mais voilà, faut faire attention à ça. Ça va. Après, quand on commence à s'en servir, pour ceux qui débutent là-dedans, Ember, c'est pas mal si on arrive assez vite à avoir le résultat qu'on veut. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, après, une fois qu'on a passé cette première étape de découverte qui est assez simple, c'est vrai qu'on va galérer sur des cas un peu plus complexes, un peu moins classiques. On va avoir du mal à... comme c'est ultra fourni, c'est vrai qu'on va avoir du mal à trouver les bonnes façons de faire, etc. D'accord. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ça se fait pas tout seul. Il faut faire Non, attention il y si a on quand veut même passer une là-dessus. petite courbe d'apprentissage en Oui, fait. clairement. Ok. Et ça, c'est une chose qu'on va retrouver un peu aussi dans le prochain qui est AngularJS, qui lui, il me semble que c'est le plus lourd des trois. Mais voilà, c'est pas grand chose de plus que Ember, ça se vaut quoi. Et là, on va avoir un petit peu de problème pour l'apprentissage, dans le sens où il faut absolument rester, dans le cas d'AngularJS, dans les paradigmes du framework. Yes. Et dès qu'on va en sortir, ça va être plus compliqué. Et le problème qu'on a là-dedans, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Ah. On peut le faire de plusieurs façons différentes. Il est très flexible. Mais par contre, il n'y en a qu'une seule qui. Enfin, du coup, on a du mal, quand on démarre, on a du mal à trouver la bonne façon de faire. C'est vrai qu'on passe du temps à chercher ça. D'accord. Contrairement à Ember qui est beaucoup plus directif. Ouais. C'est vrai qu'Angular, pour ça, il est un peu moins bien fichu. Mais le gros avantage d'Angular pour moi, c'est que c'est soutenu par Google. Absolument. Donc on sait que c'est là pour rester. Quoi. Oui, ça risque pas d'être détruit. Ça va durer probablement. Voilà, donc c'est les trois. Moi, je vous invite à aller voir déjà juste les sites des trois frameworks, parce qu'ils sont pas mal faits. Ils sont très documentés. Hein. Maintenant, c'est des frameworks qui sont récents quand même, pour la plupart. Ouais. Bon, à part Backbone, qui est un peu ancien. Il est un peu plus ancien, mais Angular et Ember, c'est des choses qui sont très récentes. Moi, je conseillerais vraiment de démarrer soit par Ember, soit par Angular. Ouais. Et si vous êtes courageux et que vous avez du temps, Angular, voilà. c'est Ember. Après, si vous voulez l'intégrer, commencer à intégrer un de ces frameworks dans un projet que vous avez déjà actuellement, qui se fait développer de façon classique, entre guillemets, vaut peut-être mieux passer par Angular, qui lui permettra plus facilement de angulariser, entre guillemets, un bout de la page. Voilà. Ember, c'est vraiment plus fait pour faire une single app page. D'accord. Une single page app plutôt. Oui. Où vraiment, c'est plus facile avec Ember d'avoir tout le site qui fonctionne avec Ember. Mais voilà, avec Angular, c'est peut-être plus facile pour démarrer. Et sur Angular, il y a même un truc sur Code School. Hein, donc, ouais, c'est comme c'est aussi soutenu par Google, il y a... Ah oui, ouais. D'accord. Bon, très bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Moi, je dirais juste que pour les développeurs Ruby on Rails, moi, c'est avec Ruby on Rails que je l'ai vu, que j'ai testé rapidement ces différentes choses. Ember, il est quand même plus proche de la philosophie de Rails, donc c'était plus facile de démarrer avec Ember. Ok. Voilà. Sachant que qu'est-ce que ça implique d'utiliser un de ces frameworks pour la partie client, c'est que du coup, côté serveur, CRS, enfin ton application web, côté serveur, c'est plus qu'une API pour faire les actions crues, des choses comme ça. Absolument. Donc ceux qui ont un côté serveur en Rails par exemple, là, c'est assez facile. Sur l'API RS, elle est là quasiment par défaut. Ouais, il y a qu'à mettre un ou deux gemmes et hop, tu obtiens direct tes API. Ouais, mais puis même pas. Même sans gemmes. Même si on a fait correctement la chose depuis le début. Si on a suivi un peu les principes de REST, ça marche assez vite tout seul. Voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc il faut faire attention. C'est pas quelque chose qu'on peut apprendre en 2 semaines. Ça peut être assez. Ah oui? Assez trompeur. Genre Angular, c'est plus que 2 semaines, tu penses? Oui. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, mais moi, c'est ce que ça m'avait donné comme sentiment. Ember aussi. Hein. Quand même. Oui, aucun problème là-dessus. Voilà, ça change vraiment pas mal de choses, ne serait-ce que dans la façon où tu écris tes bases HTML.
Par exemple, dans Angular, tu vas écrire beaucoup de balises qui vont commencer en ng-quelque chose, et ça va être des directives pour que derrière le framework il arrive à... À interpréter le template ou le code que tu as écrit. Alors, Bon. quel est l'intérêt de ces choses-là? Alors, quel est l'intérêt de ces choses-là, Teddy? Je te pose la question. Et bien, tout simplement, plutôt que de faire calculer un template HTML côté serveur, tu le fais côté client. Et du coup, ça va être beaucoup plus réactif, l'application va être beaucoup plus réactive. Ouais, Pour l'entreprise, ce qui est pas mal aussi, c'est que tu charges moins tes serveurs, ça coûte moins cher. tout à fait. Et tu fais enfin travailler tes foutues machines qui sont des Rolls-Royce et qui foutent rien toute la journée. C'est Pardon. Voilà, ça c'est vraiment le gros avantage. Ouais, et puis il y a quand même un intérêt. Moi, je vois ne serait-ce qu'en termes de périmètre de fonctionnalité, dès qu'il y a des modifs qui sont faites en base de données par d'autres services, ça va mettre à jour l'application directement. Il y a pas mal de petits trucs comme ça. Dès que c'est des promesses qu'ils présentent. Hein. Moi, tu vois, avec le data binding, ça met à jour directement la base de données. Ouais, non, quand ça tu change fais des le modifs. modèle dans le MVC côté client, mais Ouais. après, ce sera quand même à toi D'aller de faire faire les la évolutions. synchro avec. Moi, je pensais que ça serait plus simple. Non, quand même pas. C'est pas Mais aussi bon, magique. non, c'est pas aussi magique, mais c'est vraiment pas très compliqué à faire. C'est Bon. vraiment pas la partie la plus, Voilà, la plus encore des complexe. trucs que je vais avoir envie de tester dans les détails. Hein. Ouais, ça c'est vraiment intéressant, parce que je pense que c'est un truc qui va revenir très souvent après. T'en as déjà fait Dans beaucoup l'avenir. des choses comme ça, toi? Ah non, moi j'ai juste regardé pour l'instant. Par contre, ce que j'ai vu, moi j'ai juste regardé, je m'en suis Ouais, pas moi encore c'est vrai servi. qu'on me l'a encore jamais commandé. Hein. Des Ah trucs oui, en non, Angular. ça, oui, si ton client c'est pas un techno, c'est qu'il ne demandera pas. Non. Après on aussi, peut le recommander nous-mêmes, mais ça va être utile dans le cadre d'application, tu vois. Parce que clairement, ça va pas remplacer. Tu mets pas ça sur ouais, un pour WordPress. un site web, je sais pas. Peut-être, Ouais. hein, peut-être. Ouais, faut vraiment, tu vois, si c'est juste une page, c'est juste un site de présentation d'un produit, je sais pas quoi, ça n'a aucun Ça intérêt. n'a peut-être pas intérêt. D'accord. C'est utile dans le cadre d'application. Un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Eh bien, je pense que tu voulais. Non, je voulais parler de deux autres Et encore, oui, tout à fait. qui sont beaucoup moins Populaires. populaires, oui, exactement. Et qui, du coup, Mais qui, sont quand même à que mettre je sur le trouvais radar. intéressant. Alors, en premier, il y a Knockout. Ah. J'ai pas mis dans le bon sens, excuse-moi. Knockout, donc ça, par contre, j'ai pas du tout regardé. Mais apparemment, il est assez suivi aussi. Voilà, donc après, c'est toujours un peu pareil, hein, c'est toujours du data mining. Ce que j'ai vu avec Knockout, c'est que il proposait son propre langage de templating. Wesh. Et, Super. enfin, on a déjà tout le reste à apprendre. Miam, Donc, si miam. en plus, faut apprendre ça, c'est compliqué. Super, un nouveau template, génial. Tout ça à faire, moi. Non, par contre, ce qui était Oh. pas mal, c'est pour les développeurs Rails, c'est Batman.js, qui là, du coup, C'est c'est... déjà un très bon nom. Ouais. Déjà. Et là, par contre, du coup, c'est vraiment fait pour Ruby on Rails, je crois. Love si ton Race, site- you love Batman. Ouais. Parce que ça reprend exactement les mêmes C'est codes. conçu pour bosser Ouais. avec Rails. Hein, c'est ça que t'es en train de dire. Donc ça, j'avais regardé rapidement. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, on peut écrire en CoffeeScript. En Gotham. Ah oui. Ouais. Ouais, ça, c'est vachement bien. Après, ça a l'air d'être assez soutenu, dans le sens où ça a été développé par les gens de chez Shopify. Ah, C'est- Shopify, d'accord, ouais. oui. Donc voilà. Après, je sais pas s'il faut le recommander dans le sens où je sais pas si ça sera maintenu très très longtemps. Voilà, D'accord. j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que pour les développeurs qui nous écoutent, qui sont en Ruby on Rails et qui s'intéressent à ça, je pense que ça vaut le coup de le regarder. Ok. Bon, donc on va Voilà. résumer un petit peu les frameworks dont tu nous as parlé. Le plus ancien, le plus léger, mais du coup le moins Moins complet. complet, Backbone.js. Ember.js qui est un entre-deux, qui est très complet, qui est le plus simple d'utilisation dans les frameworks complets. Ouais, au démarrage. Mais qui est voilà, et AngularJS qui est a priori on pourrait dire le leader, le numéro un, le plus complet, le plus fourni, le plus soutenu, mais du coup le plus c'est compliqué. assez, ils sont en pleine bataille avec Ember.js en ce moment, mais Bon, ça discute quoi. Il y en a Ouais. qui dit c'est moi le meilleur, l'autre qui dit c'est C'est moi. ça. Bon, ils causent et puis nous on compte les points, on se marre bien. après il y a aussi des questions de Licence? non, pas de licence, mais de performance. Ah, Parce que, voilà, suivant le type d'application qu'on va avoir, il y en a un qui sera plus indiqué que l'autre. Par exemple, je sais qu'AngularJS, plutôt que d'avoir des bouts de HTML avec des variables insérées, il construit des objets DOM à chaque fois. d'accord. Donc, du coup, c'est beaucoup plus lourd. Ouais. Et je pense que si on en a beaucoup qui restent en mémoire, ce sera peut-être pas très indiqué d'utiliser.
Ça marche. Voilà, c'est vraiment. Il n'y a pas de. Si on vous pose la question, c'est quoi le meilleur? Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas encore de bonne réponse, il n'y a pas Non. encore. Et je pense pas qu'il y en aura. Je pense que ce sera Mais en comme. tout cas, si Voilà, vous quel avez est le un meilleur choix à entre Rails faire, et PHP. les trois à regarder, c'est Backbone, Oui, Ember et clairement. Angular. Après, à vous de faire votre choix en fonction de votre. Et je rajouterai Batman et JS pour Batman. ceux qui font du Rails. Qui font du Rails, voilà. Ouais. Knockout, on t'a cité, mais on pourra pas en dire plus. Non. Ok Teddy, bah écoute, merci pour ce petit tour d'horizon des frameworks JavaScript et nous passons à la toolbox. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Et dans la toolbox, aujourd'hui, 3 petits éléments qui se sont glissés dedans. Je te propose de commencer avec un outil, une extension Photoshop. Et c'est pas souvent que je te parle d'extension Photoshop dans la debug room, parce que je peux vous dire que moi, Photoshop, j'en touche pas une bille. Bon, c'est pas vrai, on va me débrouiller un peu, mais vite fait, quoi. Vraiment, je patauge, quoi. Bah, tu sais découper. Voilà, moi, je sais découper les templates, Moi, je sais découper les images. Bon, je sais afficher et cacher les cadres, et puis les regrouper en groupe, tu vois. Moi, je suis à fond. Bon, bref, blague à part. En gros, c'est une extension Photoshop qui s'appelle Velocity, qui est développée par DNK Agency, qui va permettre à nos amis designers de n'avoir plus aucune excuse de nous faire des maquettes qui ne respectent pas la grille qu'ils auront choisie. Amis du 12 colonnes, s'il vous plaît, faites un effort. Mais voilà, l'idée c'est qu'ils vont en quelques clics pouvoir mettre une grille sur leur maquette, mettre des éléments de header, de machin qui vont tout de suite être calés avec la grille, et du coup ça va les aider, voilà, ça va nous ça va les aider et donc nous aider les développeurs à faire ça va les aider à faire des maquettes qui vont respecter la grille de manière un peu plus facile, et puis nous du coup on récupérera des templates et des maquettes qui sont un peu plus calé, et voilà, et puis facile à intégrer, hein, puisque alors celui-là est conçu pour être bootstrap compatible. Bon, ça tombe bien, moi je fais pas mal de trucs avec, donc quelque part ça m'arrange bien. Mais voilà, si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil à Mi Designer. Pour nous, ça change rien, hein, puisque globalement on récupère un PSD, sauf que il n'y aura pas de demi-pixel dedans. Le fameux demi-pixel. Le fameux demi-pixel designer. Bon, c'est une blague. Bon. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça bien cool. Est-ce que toi ça t'inspire des bonnes choses? Ouais, carrément. Carrément, hein. Ça marche. Bon bah voilà, donc je vous laisserai regarder tout ce qu'ils proposent. Ils proposent tout un tas de widgets pour intégrer les choses dedans, des outils de calage et de guide. En plus, le site il est joli, comme ça fera pas mal aux yeux au graphisme quand vous leur direz d'aller utiliser ça. C'est ça, voilà. Ça donne ils ont envie, en tout cas, d'utiliser. ça donne tout de suite une impression de modernité, ça devrait leur plaire et ça devrait être facile de les convaincre d'utiliser ça. Carrément, carrément. Bon, voilà, je voulais vous parler de ça parce que je trouvais que c'était un outil intéressant pour les développeurs clairement. et les designers. Toi, mon ami, tu nous parles de bounce.js. Yes, bounce.js, c'est un site. Alors, je t'avoue que j'ai pas trop regardé comment tu l'utilises après. Ici, en fait, tu rajoutes des composants et puis tu leur mets des petits. Oui, non, je veux dire, après, en fait, tu as juste à coller. Enfin, ouais, en fait, après, tu fais export. Alors, on va dire présenter ce que c'est avant de rentrer dans les détails. Bounce.js, c'est en fait, ça va vous permettre avec une interface assez jolie, je trouve, assez simple à utiliser, de créer des animations CSS3. Parce que voilà, on peut faire des animations assez simples, mais dès qu'on commence à vouloir faire des choses très animées, très élaborées, ça commence à devenir compliqué de mettre des règles CSS3 avec des pourcentages un peu partout, etc. Et là, en fait, ça va vous permettre de les créer à travers l'interface. Yes. Et on peut tout de suite voir le résultat que ça donne, on peut modifier les différents composants, les valeurs des différentes règles très facilement dans l'interface, yes. Et de réorganiser le tout, etc. Et après d'exporter le code CSS qu'il faut. Et de faire un bon vieux copier-coller. Ouais. C'est là, tu vois, c'est écrire des trucs comme ça, les deviner à la main. Voilà, ça c'est clair que ça me rappelle les délires qu'on avait dans les images map et tout. Bon, ça, c'est pas possible. Ouais, il faut nous aider, on va pas y arriver sinon. C'est pas fait pour être. Non, mais c'est clairement pas fait pour être écrit par un humain. Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment, il y a des limites. C'est clair. Donc voilà, donc c'est un petit site super bon outil pour ça. Ça intègre les préfixes pour les différents navigateurs. Tout à fait. Et pour CD, on a des exemples
préfait et on peut voir tout de suite les Voilà, différents rendeuse effets. animation de type Voilà. spin, jelly, back and forth, clock, splat, roadrunner, slinky, smack, swoosh et fold and unfold. Voilà. Et donc ça c'est très bien, c'est une très bonne ressource pour les développeurs qui veulent faire des animations un peu plus complexes que juste un translate d'un coin à l'autre avec. C'est cool, ça Voilà. donnera un peu plus de vie dans nos applications et c'est tout bon. bouncejs.com. Yes, et vous trouverez ça évidemment dans les notes de l'émission. Écoute, je te propose de conclure la Toolbox avec, et c'est pas souvent, une petite vidéo YouTube qui nous parle d'un environnement de développement dans le navigateur. Alors l'idée en fait, c'est que Google a annoncé lors de la Google I/O 2014 que nous avons commenté avec deux chroniqueurs mobiles. Je vous invite à retrouver d'ailleurs le commentaire de la Google I/O sur developroom.fr. C'est un peu long, hein, il y en a pour 2h40, il faut vous accrocher, mais voilà. Mais c'est intéressant. Et donc du coup, ce que propose cette vidéo, c'est qu'elle nous présente les NACI, c'est-à-dire le Native Compiling Interface, c'est-à-dire en gros de nous permettre de coder en C++ directement dans notre navigateur Chrome. Je vous laisserai regarder la vidéo qui dure 5 minutes, après elle explique bien ce que ça permet de faire. Ce qui est génial, c'est que du coup, ça nous permet de ne plus avoir besoin de monter toute une chaîne de compilation, etc. C'est directement inclus dans les extensions qui sont dans l'extension Chrome qui est installée. Je trouvais ça vraiment cool de pouvoir faire autre chose que du JavaScript ou du Node.js dans le navigateur. Donc voilà, dedans ils ont. Alors attention, c'est des noms qui vont pas vous rajeunir, hein, mais on a du GCC, du GDB, qui sont GCC c'est le compilateur, GDB c'est le debugger en ligne de commande. On a du Git, on a du Python, du Vim, désolé, du VI et du curl. Donc c'est les choses qu'on a directement inclus de base dans le Native Client Application Framework. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir développer des applications en C++, les compiler, les débugger, et tout ça dans notre petit navigateur Chrome, sans avoir à monter toute une chaîne de compilation sur son Mac chaque coup. Et ce qui est fou, c'est que ça marche. Offline, en plus. Et ça, c'est fou. Bref, voilà, un tool un peu rigolo, parce que ça change un petit peu du web dans tous les sens, donc Google fait un pas vers les applications natives, et c'est très bien. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, mon petit Didier ? Non, Pas grand chose, hein. Ouais, moi non plus, mais je trouvais ça intéressant comme démo technique. Oui, non, Donc, ça du c'est coup, intéressant, c'est clair. Donc je voulais en parler pour que si on a des amis qui développent en C++, De toute façon, c'est le but de Google, c'est que on reste dans le Chrome et puis qu'on n'en sorte plus jamais de notre vie. carrément. Mais moi, quelque part, bon, j'utilise assez peu Chrome, mais bon, moi j'y suis pas malheureux dans mon navigateur. Non, Ok, et bien ça conclura la section Toolbox et on enchaîne avec la zone 404. Et dans la zone 404, je te propose de te parler d'un petit site qui s'appelle responsivelogo.co.uk qui nous présente quoi. T'aimes pas comment je présente les choses? Non mais dis-le, hein, parce que si tu as des remarques à faire, faut le dire, tout le monde dis t'écoute. responsive logo, ça suffit. Hein. Les gens ils tapent pas .co.uk. Ouais, moi je le tape parce que je trouve qu'il faut aller jusqu'au bout. Bref, qui nous présente les logos de grandes marques en version responsive. Alors là pour le coup, je vais pas vous les décrire oralement. Allez, je vais faire un effort, je vais vous faire Coca-Cola. Il y a Coca-Cola, il y a Chanel, il y a le logo de Nike, le logo de Bang & Olufsen, c'est Tu connais? C'est des matériaux audio. Ah d'accord, je connais pas. Il y a Walt Disney, il y a Levi's, il y a Guinness, il y a C'est la bière. les Victorianox, je sais ça remis, je sais pas ce que c'est. C'est les couteaux de Suisse. Ah c'est ça? Je sais pas. Ah pff, le mec. Bon bref, du coup passons aux choses. Du coup voilà, ils nous ont présenté donc le logo Coca-Cola comme on le connaît, qu'on trouve sur les bouteilles de Coca-Cola. Et donc du coup si on réduit un petit peu, et ben le logo va au fur et à mesure se simplifier, s'alléger pour être Ah mais j'avais pas vu jusque-là. jusqu'à la version mobile. Donc la version mobile, il y a juste écrit Coke avec la typo Coca. Quand on agrandit un peu, on a le droit à Coca-Cola en entier. Quand on agrandit encore un peu, on a vous savez, le petit ruban blanc qui traverse le haut de Coca-Cola. Bon, si ça vous imagine, si ça vous illustre rien,
Désolé, mais allez voir la vidéo, ça, vous comprendrez mieux. Et quand on continue encore à grandir, on a deux petits mots, drink et coke, qui vont s'ajouter autour de Coca-Cola pour enrichir le logo. Bref, évidemment, aucun de ces logos n'est officiel, d'accord? Mais je trouvais cette initiative vraiment intéressante parce que, pour moi, c'est clair, enfin, clairement. Maintenant que je le vois, ça me paraît évident, enfin pas évident, mais en tout cas très bienvenu que les marques fassent un effort et qu'ils prévoient des versions responsives officielles de leur logo pour qu'on puisse les intégrer correctement. Pour Disney par exemple, la version mobile c'est juste le D de Disney Ouais, et en grand, c'est Walt Disney avec le château. avec le château et tout. Je trouve ça super. C'est vraiment super. L'initiative est vraiment merveilleuse. Attends, on va essayer de citer le mec. Joe Harrison. Joe Harrison. Voilà, bravo à lui parce que l'initiative est vraiment belle. Et à mon avis, ça va dans le sens de l'histoire. Enfin, moi, si j'étais une marque, je pense que j'essaierais de me faire des logos responsifs pour qu'effectivement on puisse. Enfin, tu vois, le gros logo Coca-Cola énorme à intégrer sur du mobile, c'est compliqué. Donc voilà. Non, c'est vachement bien, mais après, l'exemple, je trouve il est mal choisi dans le sens où ces marques-là, elles sont tellement à cheval sur leur charte graphique que jamais elles autoriseraient des choses comme ça. Bah, si ça vient d'elle, qu'elle le décide, après avoir, hein, je comprends, mais je pense que toutes les Non, marques sont à cheval. je veux dire, visuellement, effectivement, c'est super bien, mais après, c'est pas ces marques-là qui vont le faire en Peut-être. En tout cas, voilà, je trouvais Non, l'initiative c'est très bonne. vraiment C'est super vrai que bien. moi, on m'a jamais fourni des logos responsive encore dans une charte graphique, on m'a jamais dit, tiens, voilà le logo responsive. Et bah, je trouve que l'initiative est bonne et que voilà. Non, J'aimerais c'est- bien voir ça dans la vraie vie et pas juste en démo graphique. Je te propose, Teddy, de conclure la zone 404 avec des notions de PHP mathématiques. Ah, d'accord. Ouais, parce que chez PHP, 5 plus 1, ça fait. Ça fait 7 chez PHP. Ouais, c'est bizarre quand même, un peu. C'est clair. Mais, Donc, qu'est-ce que tu veux dire par cette équation mathématique manifestement erronée? Eh ben, en fait, c'est que il n'y aura pas de PHP 6. Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Ils ont fait un vote. Alors, je sais plus qui c'est qui a fait un vote, mais enfin, c'est les plus gros contributeurs, j'imagine. Mais le vote, c'était de dire est-ce qu'on fait une version 6 ou est-ce que la prochaine version s'appellera 7. Et pourquoi ça? Tout simplement pour en revenir à la ce qu'on news disait au début, ouais. qu'on a fait tout à l'heure, comme quoi PHP 5 avait 10 ans. C'est parce que, comme je disais tout à l'heure aussi, ils ont galéré comme des rats morts sur la version 6 qui finalement sortira jamais. Et du coup, ils ont estimé, ceux qui ont voté pour le passage à la version 7 directement, que la version 6 avait trop mauvaise presse aujourd'hui Eh oui. et pour garder ce nom-là. Donc ce sera PHP 7 la prochaine fois. Vous pourrez aller voir, hein, pour ceux que ça intéresse, ça fera partie de l'histoire de PHP. Absolument. On en reparlera en rigolant dans quelques années. Exactement. Et voilà, il y a toute une histoire derrière ça. Mais oui, voilà, c'est ça la vraie grosse raison, c'est que PHP 6 A trop traîné, a trop trop traîné, mauvaise a une trop mauvaise presse. Et puis il a été complètement le- dénaturé. Parce qu'ils Ah, ont de toute façon, pas il y a porté plus dans rien. PHP 5. Voilà, c'est ça, il n'y a rien dans PHP 6. Tout ce qui devait sortir dans PHP 6 est aujourd'hui dans PHP 5.6. Donc ça sert à rien. Quasiment ça- tout. Hein. Quasiment. C'est quand même le support d'Unicode qui pose problème encore. Voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont mettre 10 ans à sortir PHP 6? Hein. Non, je pense pas. Je pense pas. Et surtout que après, je suis pas sûr que ça sorte tout de suite parce que entre la version 6 du départ où ils ont galéré, enfin, ils ont jamais réussi à se mettre d'accord sur le support d'Unicode. Il y a aussi maintenant l'histoire du moteur derrière qui fait tourner PHP Absolument. avec comment il s'appelle les gens qui font PHP? Zen. Zen, oui. Avec Zen qui commence à se réveiller sur les performances de leur moteur, avec Facebook qui Qui a fait qui a fait font des leur démos. propre, Leur propre moteur et PHP. bientôt ça va être un compilateur just in time. Yes. Voilà, donc je suis pas sûr que la version 7 elle soit pour tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes en perspective. Yes, absolument. Eh bien, écoute, ce sera sur ces beaux mots que nous concluons la zone 404. Et du coup, je te propose de dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet si on veut continuer le débat avec toi. Et t'expliquer que 5 plus 1, ça fait pas 7. Bah si, je suis désolé. Le débat est ouvert, je vous laisserai contacter Teddy. Et tu Nous, sais on qu'en peut te plus, retrouver. PHP 6, il y a même des gens qui ont écrit des bouquins dessus et tout. Dur. C'est marrant ça, putain, dans les bibliothèques. T'arrives sur PHP 6, mais jamais sorti. Gardez-les, ils sont collectors ces bouquins. Oui, clairement. Quoi.
Et j'ai oublié de dire qu'il n'y a même pas que PHP 6 qui est concerné, il y a aussi MySQL 6 qui est jamais sorti. Hey. Il y a aussi, il y a eu quoi qui était un 6 qui était jamais sorti. Il y a eu plusieurs exemples comme ça. 6, c'est un peu un chiffre. Un chiffre maudit, attention pour vos applications. Ouais, Si dans vous le avez une domaine, version majeure en 6 à sortir, Ouais. accrochez-vous, elle va être dure à coucher. Non, mais passer directement à la version 13, c'est mieux. Voilà, au moins vous serez bien. Non, mais où on peut me retrouver tout simplement sur le blog, sur le site de la De la DB DBGroom, dbgroom.fr. Et pour ma part, comme d'habitude, c'est benjaminazan.com. Vous retrouvez tous les réseaux sociaux sur lesquels je sévis. Et bien écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt. Salutations.